la liberté. Moi, je m'identifie en tant que... Je pense que ça revient vraiment à cette question. Moi, j'ai grandi dans un petit village. Dans mon enfance à moi. Ça t'offre un autre regard. Hey toi, ça t'est déjà arrivé de juste regarder les gens autour de toi, dans la rue, à l'épicerie, au cinéma, d'observer ceux et celles qui t'entourent, en te demandant est-ce que tu les connais vraiment ? Au-delà d'une apparence, d'un comportement, d'un regard, t'es-tu demandé ce que ressentent ces gens, ce qu'ils vivent ? En quoi sont-ils différents ? En quoi, moi, suis-je différent ? Parce que chacun de nous a plusieurs facettes, ici, on s'interroge sur l'autre. On va toquer à sa porte et donner la voix à des expériences, à des ressentis, à ceux et celles qui ne sont pas toujours compris ou qui n'ont pas toujours l'opportunité de se raconter. Tu sais, parler de cette diversité, de ces diversités, qu'on rencontre tous les jours sans pourtant bien les comprendre. Bienvenue dans Autre Regard, un balado de la liberté. Dans cet épisode, nous allons parler de diversité de genre et de diversité sexuelle. Et parce que ces thématiques sont si grandes, vastes et parfois complexes, nous avons choisi de les aborder en 3 épisodes distincts. Il est impossible de tout y inclure, tant la diversité est grande dans le genre. Et bien que les acteurs de ces diversités ne vivent pas forcément les mêmes réalités, ils font face à des enjeux communs. Nous allons donc les explorer, tout en donnant la parole à des expériences de vie spécifiques. La non-binarité, la transidentité, puis la bispiritualité. Le LGBTQ, la communauté est très variée, alors je pense que c'est important de demander à la personne et non sur les aspects physiques d'une personne. Surtout, il y a des différences génétiques entre les hommes et les femmes. C'est un peu la science, c'est un peu indéniable. Qu'est-ce qui définit un homme? Il y a des stéréotypes, puis il y a des tendances, des traditions, surtout liées à la définition d'un homme. Qu'est-ce que ça veut dire au fond de ça, plus profondément, on va dire? Je sais pas du tout. Voilà, c'est vrai qu'en soi, il n'y a pas de grande différence, à part la différence la plus binaire, voilà, qui a peut-être une différence sexuelle, mais... Je veux pas vraiment me baser sur les stéréotypes, mais je pense qu'on se base beaucoup sur ça. Les aspects physiques d'une personne, alors les cheveux courts, des fois on pense que c'est un garçon, ou les cheveux longs, c'est une fille. Personnellement, j'aime pas. Les organes sexuels, les hormones, c'est tout ce qui est physiologique, c'est un peu tout ce qui se passe dans notre corps et qui définit qui est un homme, qui est une femme. Une femme, c'est quelqu'un qui a une voix aiguë et pas grave. Puis les cheveux, ils changent aussi. Les femmes, moi, je dirais qu'ils ont des plus longs cheveux que les hommes. Mais c'est vrai qu'on va avoir un peu des a priori et se dire, voilà, si on voit un individu avec des cheveux longs, maquillé, on va se dire, bon, c'est sûrement une femme. Moi, je dirais que la définition d'une femme est très liée culturellement et socialement. Maintenant, comment on la voit un peu... stéréotypiquement. Encore une fois, c'est une question de perception. Je pense que c'est les personnes qui vont me dire, pourquoi elles se considèrent comme hommes et pourquoi pas, et pourquoi elles se considèrent comme femmes et pourquoi pas. Dans aucun jugement, je penserais que ça serait quelqu'un qui est confus. Et en gros, non-binaire, oui, c'est quelqu'un qui ne se définit pas uniquement comme homme ou comme femme. Ça peut être, disons, entre deux ou les deux. Non-binaire, comme on vient de l'entendre, c'est donc une manière de se définir, de représenter une part de son identité. Mais la non-binarité peut également être un terme parapluie, regroupant plusieurs identités qui s'opposent au genre binaire et à sa définition du féminin et du masculin. En fait, qui de mieux pour vous expliquer ce que non-binaire veut dire qu'une personne qui s'identifie comme telle ? On a donc rencontré Janelle. Yael a 21 ans. Comme vous pouvez l'entendre, Yael
C'est le pronom qu'utilise Janelle pour se définir. Ni elle, ni il. Yel. Alors, la non-binarité est très différente de personne en personne. Alors, c'est quelque chose qui varie, peu importe comment la personne souhaite s'identifier. Pour moi, personnellement, c'est comme si je me retrouve pas sur le spectre de femme et pas sur le spectre d'homme, mais un peu entre les milieux ou genre un mélange des deux. Alors, j'ai comme les deux identités un peu à l'intérieur de moi, mais parfois, je me retrouve dans le neutre où je suis pas l'un ou l'autre. Mais évidemment, ouais, comme j'ai dit, ça varie de personne en personne. Il y a des personnes qui pensent que ils sont un mélange des deux, ils sont pas l'un des deux, ils sont plus masculins ou plus féminins. Ça juste dépend de la personne. Moi, j'adore expliquer quand j'ai le temps avec un graphique qui s'appelle la licorne du genre. Vous avez peut-être entendu en anglais Gender Unicorn ou The Genderbread. Il y a plein de différents animaux comme l'éléphant du genre. C'est vraiment cute. Alors, ça explique vraiment 5 différents concepts. Alors, l'identité de genre, l'expression de genre, le sexe assigné à la naissance, l'attirance sexuelle et l'attirance émotionnelle ou sentimentale. Alors vraiment, quand j'ai le temps d'expliquer aux gens, mon petit graphique, c'est vraiment le fun parce que moi, je vais leur montrer comment moi, je me place sur la licorne ou comment eux se placent sur la licorne. Et c'est vraiment cool parce que ce graphique-là, tu n'as pas besoin de nécessairement faire partie de la communauté de LGBTQIA+, mais tu peux être un allié, tu peux être une personne cisgenre, hétérosexuelle et littéralement n'importe qui peut se placer sur la licorne. Et puis, encore une fois, ça démontre les 5 différentes choses que la plupart du monde ont tendance à mélanger l'un l'autre, comme ils pensent que la sexualité et l'identité de genre, c'est la même chose, ou l'attirance sentimentale et l'attirance sexuelle, c'est la même chose. Alors, ça vraiment distingue ces 5 différents concepts-là que je trouve qui est vraiment intéressant. En effet, le dessin explicatif dont Janelle parle, la licorne du genre, est un graphique créé en 2015 par The Trans Student Educational Resources, une association américaine qui œuvre pour l'inclusion en termes d'identité et d'expression de genre dans l'éducation. Comme Janelle l'explique, tout le monde peut utiliser ce schéma et donc s'identifier grâce à ces notions. Autant les personnes appartenant à la communauté LGBTQ2SIA+, c'est-à-dire de minorités de genre et ou sexuelles, que les personnes cisgenres et hétérosexuelles. D'ailleurs, au cas où vous ne le saviez pas, une personne cisgenre, c'est une personne dont le sexe assigné à la naissance est en accord avec son genre. Par exemple, moi je suis née femme et je me considère comme une femme. Je suis donc cisgenre. C'est le contraire de transgenre. Mais ça, on vous en parlera dans le prochain épisode. Aujourd'hui, ce que l'on veut mieux comprendre, c'est donc l'identité de genre. Qu'est-ce que l'on veut dire quand on parle de genre? De ce sentiment identitaire à l'intérieur de soi. Corinne L. Mason, professeure associée de sociologie et d'études sur le genre et les femmes à l'université de Brandon, explique plus en détail ce qu'est le genre. Le genre est un terme très vaste. Nous pouvons parler d'identité de genre, de rôle de genre, de stéréotypes de genre. Lorsque j'enseigne les études de genre, je demande de réfléchir à ce que fait le genre plutôt qu'à ce qu'il est exactement. Il s'agit des idées que nous avons sur l'apparence de nos corps, sur la façon dont les gens doivent se comporter, s'exprimer ou entrer en relation les uns avec les autres, sur la façon dont ils expriment leurs émotions et leur esthétique, même sur ce à quoi ils peuvent aspirer en termes de carrière et surtout sur ce qui est acceptable et inacceptable pour certains genres. Dans notre société, les genres fonctionnent selon le principe binaire du genre. Ça signifie que les personnes assignées hommes à la naissance sont censées grandir en tant qu'hommes et s'exprimer de la manière la plus masculine qui soit. Et les personnes qui ont reçu une assignation féminine à la naissance sont censées grandir pour devenir des femmes et doivent également se comporter de la manière la plus féminine qui soit. C'est ce que le genre fait, principalement. Le genre constitue un principe d'organisation central de notre société. Et nous passons tellement de temps à vivre le genre, mais non à en parler. J'ai grandi d'une manière où tout était comme... Il fallait se conformer, se mouler
au genre de la société. Alors, si tu es femme, comme tu es femme, tu mets des robes, tu t'habilles féminin, tu agis d'une manière, une façon féminine, tu cuisines, c'est des choses comme très stéréotypiques, comme des années 1950, là. Alors, ça, c'est un peu comment comme moi, j'ai grandi. Mais quand j'étais jeune, j'ai toujours essayé de pousser les limites. Alors, si je voulais comme porter une t-shirt avec un dinosaure, comme je portais ma t-shirt avec le dinosaure, puis tu sais, comme même si le monde autour de moi, comme ma famille disait des choses comme ah c'est pour un garçon ça, ou même à l'école, tu sais les petits garçons étaient comme oh ça c'est une chemise de garçon. Tu sais je disais ben c'est correct, comme moi je peux porter une chemise qui me fait sentir bien. Alors c'était ça que moi j'aimais porter, mais évidemment ma famille était prise dans ce comme, tu sais, tout doit être rose, tout doit être violet, tu dois porter des robes. Oh, regarde, on s'en va à quelque chose de fun, porte une jupe. Et j'ai juste comme conformé à cela parce que je pensais comme que ça, c'était la chose à faire. Comme si tu es une fille, il faut que tu joues le rôle d'une fille. Whatever que ça a l'air. Et puis, c'était vraiment difficile parce qu'à l'intérieur de moi, je me sentais toujours comme, ben, c'est pas comme ce que je veux porter ou pourquoi est-ce que je dois faire cela ou pourquoi je dois agir de cette manière-là. Alors, ça a été un peu plus difficile dans ma jeunesse, mais j'ai jamais vraiment questionné parce que je pensais, ben, mes parents ont le meilleur intérêt pour moi, alors ça doit être ce qu'il faut faire. Alors, j'ai un peu comme caché cette identité, mais à l'intérieur de moi, je savais toujours qu'il y avait cette différente partie. Quand j'étais plus dans mon adolescence, comme genre comme 11 à comme 15 ans, ça c'est quand le côté masculin de moi a beaucoup commencé à se manifester. Alors en cachette, je m'habillais comme garçon des fois ou je portais une cravate ou je voulais toujours, tu sais, je faisais beaucoup de théâtre, alors je voulais jouer toujours le rôle d'un garçon pour que je puisse porter quelque chose de masculin pour me faire sentir bien. Alors je faisais ces petites choses, tu sais, en cachette parce que je pensais que c'était pas quelque chose qui était accepté par la société et que si je voulais me sentir bien, que ça devait être une partie de moi que devais toujours cacher. Alors, ça, c'était comme ça pour la plupart de mon adolescence, jusqu'à ce que j'ai vraiment commencé à trouver ma propre voix. Et je me suis juste dit, you know what, je m'en fiche de ce que les autres pensent. Si moi, je veux m'habiller plus masculin, so be it, comme je vais le faire. Quand Janelle parle de son identité, Yel exprime qu'elle est lesbienne et non-binaire. C'est important, parce que ça a été tout un cheminement semé de questions, d'incompréhension et de découverte de soi pour d'abord affirmer son orientation sexuelle en tant que lesbienne, puis son identité de genre en tant que non-binaire. Surtout dans l'adolescence, comme je dirais comme 12 jusqu'à 15 ans, ça c'est quand j'ai découvert mon identité lesbienne. Alors, je savais qu'il y avait une partie de moi qui était comme non-binaire ou genre fluide ou quelque chose, mais je l'ai juste mis de côté parce que en premier, c'était ma sexualité. Ça, c'est à l'âge qu'on figure qu'on a des chums et qu'on aime quelqu'un et tout ça. Et puis moi, j'avais tellement peur d'avoir pas l'air normal. Alors, pour moi, c'était comme, oh, il faut que j'aime un garçon, il faut que j'ai un chum, il faut que je me moule à ce stéréotype et cette conformité-là, qui m'a causé beaucoup de détresse parce que j'étais tellement pas contente avec qui j'étais et qui m'a mis dans une place vraiment noire pour longtemps parce que j'ai caché qui j'étais. Il y avait beaucoup de pensées négatives, très noires, très au point où il y a beaucoup de fois que je me suis dit que j'allais peut-être me suicider ou que je les choses allaient être mieux si j'avais pas ces sentiments-là. Parce que je pensais vraiment il y avait quelque chose de mal avec moi, que j'étais pas normale. Et c'est parce que j'avais pas les mots pour m'exprimer. On n'en parlait pas à l'école, on n'en parlait pas à la maison. Je savais pas qu'est-ce que lesbienne était. Et c'est quand j'ai vraiment devenu à la découverte de ce que c'était, tu sais, comme à travers de Google, comme, you know, why do I feel like I like girls or why do I feel like
I want to be masculine ou des choses comme ça. Et ça, c'est quand j'ai venu à la rencontre de la communauté du SLGBTQ et ça l'a vraiment comme cliqué dans ma tête. J'étais comme, oh my God, c'est ça. C'est ça, je suis lesbienne, c'est exactement comment je me ressens. Ça, c'est pourquoi peut-être, c'est comme je suis normale. Et ça, c'est qu'est-ce qui m'a vraiment comme tiré de une dépression que j'ai faite pendant longtemps. Mais encore, avec la réalisation qui était positive, ça l'a venu avec beaucoup de négatifs aussi parce que je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que ma famille va penser? Qu'est-ce que mes amis vont penser? Comment est-ce que je vais me faire traiter? La vie va être plus difficile en tant que LGBTQ. Alors, j'ai fait une autre dépression. On en a fait des dépressions. Alors, ça a été difficile, surtout à cet âge-là, jusqu'à ce que j'ai fait le coming out en tant que lesbienne à l'âge de 15 ans. Ma famille était vraiment... ils avaient un peu de misère à accepter. Ils étaient, je dirais comme, ils étaient corrects que les filles aiment les filles, les garçons aiment les garçons, mais si c'était juste pas moi, comme si c'était pas la réalité qu'ils auraient souhaité pour moi. Alors ça, c'est venu avec beaucoup de difficultés parce que j'avais pas nécessairement le 100% support de ma famille et je le sentais pas comme je l'avais. Et là, quand j'ai fait mon coming out public, il y a comme quelques jours plus tard, tu sais, j'ai fait comme un post Instagram juste pour just get it over rip the band-aid off puis dire à tout le monde. J'étais comme, je veux plus cacher qui ce que je suis. J'ai perdu beaucoup d'amis à l'école. J'ai commencé à recevoir des messages à travers les médias sociaux comme que j'étais pas normale, que je devrais aller en enfer, des choses comme ça. Alors, c'était vraiment difficile de pas nécessairement avoir le plein support à la maison et pas avoir le support du tout à mon établissement scolaire qui a tourné dans quelque chose de très noir pour moi pendant longtemps. Comme la professeure Corinne L. Mason l'a expliqué plus tôt, notre société est principalement forgée sur le principe du genre binaire. Il y a des femmes et des hommes. Mais comment fait-on quand on se retrouve ni tout à fait dans l'un, ni dans l'autre, comme Janelle? Quand on n'a pas les mots pour se définir. D'ailleurs, comment se fait-il que dans notre société actuelle, le genre binaire prédomine autant? Corinne L. Mason nous explique le contexte de cette notion, telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais aussi que le genre n'est pas perçu de la même manière ailleurs dans le monde. Lorsque j'enseigne la diversité de genre à mes étudiants, je leur demande de penser de manière historique, mais aussi géographique. Nous regardons dans le temps et nous repérons dans l'histoire des preuves, car il y en a, de l'histoire de personnes trans ou non conformes au genre. Et ces personnes existent depuis des millénaires, depuis toujours. C'est assez facile de simplement regarder autour de soi, car il y a tellement de diversité de genre partout dans le monde. Il existe des centaines de langues pour les personnes qui ont un genre différent ou qui ne sont pas conformes au genre. Nous pouvons aussi regarder là où nous sommes pour savoir que le genre n'est pas seulement binaire. Les cultures et les langues autochtones nous disent que le genre, dans un contexte précolonial, était très différent de ce que les colons européens ont apporté avec eux. Il existe de nombreuses preuves, mais tant de ces preuves ont été effacées et obscurcies et personne ne nous les enseigne. Mais elles sont toutes là. Les chercheurs autochtones, en particulier ceux qui se spécialisent dans les langues, nous disent et ont la preuve que la langue incluait ce que nous pourrions considérer comme des genres non binaires. La langue permettait de communiquer avec des gens qui étaient non conformes au genre, qui n'étaient ni hommes ni femmes. Aujourd'hui, il existe aussi également des langues sans construction de genre ailleurs dans le monde, dans lesquelles il n'y a aucun moyen de décrire le genre de la manière que nous le connaissons aujourd'hui. En effet, la majorité des langues du monde ne possèdent pas de genre grammatical, contrairement à certaines langues européennes, comme le français. Des langues comme le japonais, le chinois ou certaines langues autochtones d'Amérique ne sont pas genrées, et les pronoms et les noms sont définis de manière neutre. Une centaine de langues dans le monde possèdent 2 ou plusieurs genres. On retrouve même en Afrique des langues avec des dizaines de genres.
D'un point de vue historique, les langues en Europe, comme le latin et le grec par exemple, utilisaient 3 genres. Le masculin, le féminin et le neutre. Certaines langues ont gardé ces 3 genres, comme l'allemand et le russe, mais d'autres ont éliminé le genre grammatical neutre, comme le français et l'espagnol, les rendant donc binaires. Alors, moi, j'utilise le pronom neutre yel. Alors, IEL, où il y a des différentes variations, je pense, comme YELLE, mais moi, j'utilise le pronom yel comme IEL. Et c'est genre comme, on dirait que c'est comme un mélange de il et elle. Alors, ça comme mouche ensemble pour faire ce pronom qui est vraiment le fun. Alors, pour moi, ça, c'est le pronom que j'ai pigé qui m'identifie le plus. Comme je suis, comme je me sens confortable quand j'utilise ce pronom-là. Alors, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi. Mais évidemment, il y a d'autres pronoms qui existent comme ol, ul. Il y en a qui sont vraiment différents, qui sont un peu moins communs. Mais il y a toute une variété de pronoms neutres qui sont divers. Alors, pour moi, ça, c'est juste le pronom qui fonctionne le mieux pour moi. Fin novembre 2021, le dictionnaire Le Petit Robert, en France, annonçait l'entrée officielle du pronom yel dans son dictionnaire en ligne. On se pose alors la question, comment fait-on en réalité pour parler de manière neutre dans la langue française? Même si on utilise le pronom neutre yel, les adjectifs, les noms, eux, sont genrés. Comment fait-on pour s'exprimer et s'identifier de manière neutre avec les mots en français? C'est vraiment quelque chose d'autre. C'est toute une affaire, vraiment. C'est vraiment difficile parce que la langue est tellement genrée. Elle est, tu sais, juste masculin ou féminin et c'est tout. Alors, quand ça vient à accorder c'est des adjectifs et tout ça, ça devient compliqué parce qu'on n'a juste tout simplement pas les mots en français. Alors, pour moi, ce que moi j'aime faire, c'est de mettre les 2 terminaisons. C'est plus facile à l'écrit, je dirais, parce qu'il y a une certaine fluidité. Mais à l'oral, ça peut être un peu plus difficile. Mais ce que moi j'aime faire, comme par exemple, comme si c'est à l'écrit, je vais mettre comme Janelle est excitée, accent aigu, point E. Ou tu peux même être fancy et utiliser le point médian qui est Alt 250. Je l'utilise très souvent, alors je le connais bien. Et ça fait juste comme plus beau quand tu lis, surtout comme des textes ou quelque chose comme ça. Et à l'oral, comme par exemple, tu peux dire Janelle est chanceuse d'avoir blablabla. Alors, moi, j'aime dire les 2, juste parce que je trouve que ça, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi et qui me fait sentir le mieux. Mais évidemment, c'est très différent pour chaque personne. Il y a des gens qui préfèrent juste les terminaisons masculines ou qu'on parle seulement d'eux au masculin. Il y a des gens qui aiment les 2. C'est vraiment comme un spectre qui varie de personne en personne. Pour les pronoms neutres, il y a des gens qui sont pas familiers avec. Et ça, c'est complètement correct. C'est correct de ne pas avoir cette connaissance ou peut-être pas savoir comment utiliser le pronom yel. Et c'est complètement correct. Il va y avoir des erreurs qui sont faites. C'est normal. Alors, pour moi, tant que la personne met comme de l'effort à apprendre plus ou à poser des questions, ça me va. Mais c'est difficile quand il y a du monde qui veulent pas apprendre du tout. Et ils sont juste comme, non, tu es une fille et c'est ça. Et c'est ça. Alors, ça devient très difficile. Je me sens vraiment mal dans ma peau et c'est juste quelque chose que, comme je ne m'identifie pas avec. C'est comme appeler quelqu'un par le mauvais nom. C'est comme si, tu sais, moi, je t'appelais Bob au lieu de Morgane. C'est comme, tu vas te sentir inconfortable, tu sais. Alors, vraiment, comme le pronom, c'est comme une partie de ton identité. Alors, ça blesse quand les gens peuvent pas respecter ça ou veulent même pas savoir comment qu'ils peuvent l'utiliser de la bonne façon.
Il y a tellement de preuves et de recherches qui nous disent que le simple fait d'utiliser le nom correct et les prénoms corrects d'une personne peut avoir un impact significatif sur sa santé mentale et son bien-être général. Et le fait de ne pas utiliser le nom et les pronoms corrects d'une personne a exactement l'effet inverse. Et c'est si simple de juste croire les gens lorsqu'ils disent qui ils sont et de l'affirmer de la même manière que vous me dites votre nom et que je vous le répète. Pour les personnes cisgenres, nous apprenons de nouveaux noms tout le temps. Et nous utilisons les noms des autres tout le temps. Alors, pourquoi est-ce différent pour les personnes trans et non-binaires? Je pense que l'inégalité et les suppositions que l'on a sur, je cite, ce qui est acceptable ou non des personnes trans et non-binaires, c'est vraiment cette barrière face au fait d'apprendre quelque chose de nouveau. Les gens peuvent assimiler de nouvelles informations tout le temps. Nous venons tous d'apprendre à vivre dans une pandémie. Tant de nouvelles informations. Et beaucoup d'entre nous ont assimilé de nouvelles informations et se sont adaptés. Nous pouvons faire la même chose avec le genre. Nous sommes intelligents et nous sommes capables de tant de choses. Nous pouvons faire des choses difficiles, mais il doit y avoir une volonté de faire ces choses difficiles. Et je pense que c'est ça la barrière, plus que les nouvelles informations. Pour moi, c'est difficile dans le jour à jour, parfois parce que les choses sont très genrées, comme la langue, les salles de bain, juste la vie normale est très genrée comme par les préfixes, les monsieur, madame, des choses comme ça. Alors, ça peut être un peu difficile à naviguer les choses quand tu es une personne non-binaire. Mais pour moi, j'essaie d'avoir cette perspective que les choses changeront un jour. Ou parfois, je vais essayer de éduquer les gens si j'ai le temps. Comme par exemple, si je suis au médecin, comme il y a une fois, j'étais au médecin, un nouveau docteur, et il faut remplir des formulaires. Et ça disait comme le genre féminin ou masculin. Moi, j'ai carrément juste mis une boîte à côté qui disait « autre ». Et puis, la réceptionniste était comme OK, comme elle savait pas quoi faire. Mais j'étais comme c'est à vous de l'ajouter. C'est comme un petit allô, réveillez-vous, comme apprenez qu'il y a d'autres genres qui sont pas juste masculins ou féminins. Alors, des fois, quand j'ai les moments, je vais faire comme des petites choses comme ça. Puis, ça juste réveille les gens un peu à la réalité des personnes non-binaires. Les genres binaires, c'est très présent, et spécialement dans les établissements scolaires. On sépare toujours les garçons et les filles dans le gymnase ou même se mettre en ligne pour sortir de la salle de classe. C'est comme les filles dans une rangée puis les garçons dans l'autre. Des choses comme ça, même les salles de rechange très genrées. C'est vraiment difficile quand tu es non-binaire parce que tu te dis « Oh my God, où est-ce que je me mets? Est-ce que je me mets avec les filles où je me sens inconfortable ou est-ce que je me mets avec les garçons où je me sens aussi inconfortable? » Parce que je ne suis pas un et je ne suis pas l'autre. Alors, ça l'a fait pour la vie un peu difficile. Quand on revient à toute la question que tout est genré, c'est tellement vrai. Et c'est tellement pas nécessaire. C'est pas nécessaire du tout. Tu peux faire des équipes mixtes. Tu peux faire des rangées avec le plus grand ou plus petit, ou par les âges, ou par leur date de naissance. Ou, tu n'as pas besoin de catégoriser les filles et les garçons et leur mettre dans ces boîtes strictes. Parce que quand tu as des gens qui sont trans ou non-binaires ou dans ce parapluie d'identité trans, ça cause tellement de détresse et ça vraiment comme ça affecte, ça t'affecte. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait se débarrasser des notions de genre complètement? Comme supprimer les genres binaires? Je ne sais pas si c'est ce que les gens veulent. Je ne pense pas que les membres des communautés queer, trans, non-binaires ou bispirituelles souhaitent se débarrasser du genre complètement. Les injonctions dues au genre en termes de discipline, de punition, d'enfermement, bien sûr, c'est vraiment nuisible et ça peut être violent. Les gens veulent se débarrasser des injonctions. Je pense que ces idées de genre en tant que catégorie peuvent être élargies pour laisser plus de place, pour qu'il y ait plein de façons d'être une femme, plein de façons d'être un homme,
plein de façons d'être non-binaires et pour pas que nous n'imaginions les femmes et les hommes comme deux entités distinctes et opposées. Vivre avec une plus grande liberté de genre permettrait à chacun d'avoir plus de place dans ces catégories. Certaines personnes considèrent la non-conformité de genre et l'utilisation de pronoms neutres comme un effacement du genre. Certaines féministes diraient « Mais qu'en est-il des femmes? Nous ne pouvons plus parler des femmes. » Personne ne dit que vous ne pouvez plus parler des femmes. Ce n'est pas l'argument et je ne connais personne qui veuille cela. Juste, notre langage est important et nous devons faire attention au langage parce qu'il peut être nuisible et excluant. Il peut donner aux gens un sentiment de manque d'appartenance. Il peut contribuer à un manque de bien-être. Il est également normal que le langage évolue avec la culture. Nous pouvons ajouter de nouvelles expressions et de nouveaux mots au dictionnaire chaque année, et nous le faisons d'ailleurs, parce que la langue évolue. Nous pouvons en même temps modifier nos langues et nos pratiques en matière de genre. En 2017, alors qu'elle avait 16 ans, Janelle a participé à la 2e saison de l'émission télévisée Comment devenir adulte, produite par Wookie Films et diffusée sur UniTV. Une expérience qui, elle, décrit comme enrichissante et qui lui a surtout permis de rencontrer de vrais modèles. Un véritable tournant dans son cheminement. Dans ce moment-là, j'avais aucune personne qui était LGBTQ francophone. Ça juste n'existait pas. Mais je savais toujours qu'il y avait des personnes, alors je les admirais de loin, qui étaient vraiment drôles. Comme je leur suivais sur Instagram, puis je me suis dit, oh my God, ils sont francophones, ils sont LGBT, ils ont des jobs, ils sont successful, ils vivent la vie comme ils sont, comme moi, je veux être ça. Alors, on a planifié une rencontre avec eux et ma vie a littéralement changé ce jour-là. Je me suis dit, tu sais quoi, si eux peuvent vivre leur vie authentiquement et être qui ils sont et être bien dans leur peau, malgré tous les défis que eux aussi ils ont eus, moi aussi, je peux le faire. Et je pense que ça m'a donné le glimmer of hope de continuer, de vraiment continuer ma bataille pour moi. Tu as besoin du monde autour de toi qui te ressemble, qui partagent les mêmes identités, les mêmes réalités que toi, les mêmes minorités que toi. Sans cette représentation, je ne serais pas ici, je ne serais pas qui je suis maintenant. Et ça me motive d'être cette personne-là pour la jeunesse parce que je vois que les jeunes vivent les mêmes réalités que moi, je l'ai vécu. Moi, j'ai eu ces modèles-là et j'étais très chanceux de les avoir. Et maintenant, c'est à mon tour d'être ce modèle-là pour quelqu'un d'autre. On comprend alors que se voir représenté est nécessaire à l'épanouissement personnel et à l'affirmation de soi. Pour contribuer à cette représentation, Janelle a alors créé un organisme d'éducation qui elle a tout simplement appelé l'Arc-en-Ciel avec Janelle. Et elle donne, entre autres, des ateliers de sensibilisation sur la diversité de genre et la diversité sexuelle. C'est quelque chose que moi, j'aurais vraiment voulu quand moi, j'étais jeune. Alors, ce que je fais, c'est comme je passe de classe en classe, d'organisme en organisme, de lieu de travail. Je parle à des jeunes aussi jeunes que 4 ans jusqu'à 65 ans. Et je parle de la diversité, l'équité et l'inclusion. Et c'est quelque chose qui est tellement nécessaire, surtout dans nos écoles, parce que ça, c'est l'étape où le jeune va passer le plus de temps. C'est dans un établissement scolaire. Ils ont besoin de ce support-là. Et c'est quelque chose que moi, j'aurais tellement longé pour. C'est quelque chose que j'aurais tellement adoré voir. Il y a encore beaucoup de harcèlement, bullying, intimidation qui se passe dans les corridors. Moi, je l'ai vécu. Je connais des jeunes qui le vivent encore parce qu'ils sont LGBTQ. Alors, c'est une réalité dans nos écoles, même si on ne le voit pas tout le temps. Pour moi, la solution, c'est de continuer à faire des formations. Ça, c'est qu'est-ce que moi, je peux faire en tant que personne LGBTQ, comme j'ai ces connaissances. Alors, ça, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider. C'est de continuer à faire des ateliers pour le personnel scolaire, pour ces jeunes.
Souvent, quand je reçois des demandes pour l'arc-en-ciel avec Janelle, disons un enseignant qui me dit Allô, j'aimerais bien que tu viennes à ma classe de, je sais pas, 5e année pour parler et faire un atelier avec eux. Je leur propose en premier lieu un atelier avec les enseignants et le personnel scolaire. Parce que si on donnerait, par exemple, un atelier aux 5e année, s'ils n'ont pas d'appui dans leur entourage, ça va tomber à l'eau vraiment vite. Ils vont quand même se sentir aussi seuls qu'ils l'étaient. Mais si tu formes tous tes enseignants, ton personnel scolaire, et eux, ils sont équipés avec les ressources, ils sont équipés avec toutes les questions que les jeunes pourraient poser et ils sont formés en diversité, surtout par rapport à la communauté LGBTQ. Et là, tu fais une formation avec les jeunes ont un secours et un recours pour aller voir ces enseignants. Ils savent que c'est des personnes de confiance, qu'eux, ils ont des ressources pour eux, qu'eux, ils peuvent répondre à leurs questions, qu'eux, ils peuvent les aider. Alors, si tu mets en place le plus haut avant que tu vas au plus bas, c'est meilleur parce que maintenant, ce jeune a tout un entourage d'appui et il n'a pas juste cet atelier qu'il a fait. Il a vraiment ce support global de tout l'établissement scolaire en entier. Je me suis posé une tonne de questions pendant longtemps et vraiment seulement comme après que j'ai fait le coming out, c'est quand j'ai découvert que j'étais non-binaire. Mais j'ai décidé encore une fois de cacher parce que je me suis dit, j'ai déjà la vie difficile avec mon identité lesbienne. Imagine ajouter quelque chose d'autre. Ça va être affreux. Alors, j'ai décidé encore une fois de suppresser cette identité, de la cacher et de la vivre en secret jusqu'à ce que j'ai décidé que, tu sais quoi, je veux pas vivre toute ma vie comme ça. Je veux pas devoir toujours cacher une partie de moi. Et je veux être capable de, tu sais, être ouverte et honnête avec moi-même parce que ça, c'est la personne qui va être avec toi toute ta vie. C'est toi-même. Mais alors, comment réagit Janelle quand on lui dit que l'identité, c'est une question de choix? C'est absolument ridicule. Je connais aucune personne LGBTQ qui serait prêt à se faire harceler, à se faire bullier, à se faire dire des propos comme ça, c'est pas un choix. Tu choisis pas cette vie-là, OK? Comme, my God, si je pourrais être cisgenre, avoir aucun problème, je le ferais. Mais c'est juste une partie de qui je suis et c'est une partie que je dois accepter et être fière. Alors pourquoi, dans notre société, est-il si difficile de se détacher de cette vision binaire du genre, de la questionner? Corinne L. Mason explique qu'il est tout à fait normal d'avoir du mal à remettre en question ces notions si ancrées dans notre société, surtout lorsqu'on a grandi avec toute notre existence. Le genre binaire construit une si grande partie de notre vie qu'il semble presque naturel, neutre ou normal, parce que nous le faisons tout le temps. Dans une situation où le genre est instable, ça devient même bizarre d'y penser. C'est comme une question de bon sens et cela devient vraiment déstabilisant. C'est très difficile pour les personnes qui ont appris le genre d'une manière particulière et qui le vivent d'une manière particulière de se faire dire que ce n'est pas la seule option. Cela peut être libérateur, mais cela peut aussi être un peu effrayant. Je pense que pour les personnes cisgenres, c'est-à-dire les personnes dont l'assignation sexuelle à la naissance correspond à leur identité de genre, la non-conformité de genre et les personnes non-binaires les obligent vraiment à réfléchir à leur propre genre et à se demander « Suis-je aussi à l'aise que je le pense? Est-ce que c'est ce que je veux être? » Et c'est un travail difficile à faire. Pour les personnes dont l'identité de genre n'est pas binaire, nous pensons à notre identité de genre tout le temps. C'est quelque chose que nous faisons et auquel nous réfléchissons constamment. Beaucoup de personnes cisgenres n'ont pas à le faire. Et si on leur demande de le faire, en leur présentant de nouvelles idées sur la diversité des genres, cela représente beaucoup de travail, d'énergie et d'émotion. Il y a tellement de types de ressources aujourd'hui, plus qu'il n'y en a jamais eu. Quand je pense aux personnes qui disent « Je ne sais pas où chercher, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas où trouver ces informations »,
Je dis ceci à mes étudiants. Vous avez le pouvoir de Google et vous devriez l'utiliser. Nous avons l'information au bout des doigts. Les personnes qui partagent ces informations, ces connaissances, leurs expériences, qui sont prêtes à partager leur identité avec d'autres personnes en écrivant des livres ou en créant du contenu, elles offrent un cadeau aux personnes qui ne font pas partie de nos communautés pour les éduquer. Et c'est généreux. Malgré que ça a été un chemin très difficile, et il y a encore des défis, il y en aura toujours. Je me sens tellement bien dans ma peau. Je me sens contente, je me sens affirmée, je me sens comme je vis ma vie pleinement pour moi et pas pour les autres. C'est comme si j'ai retrouvé cette partie manquante de mon cœur et que je l'ai juste rentrée à l'intérieur de moi et maintenant c'est complet. Il y a une joie incroyable quand tu découvres ton identité et que tu peux la vivre pleinement. C'est quelque chose que tu peux pas expliquer aux autres, qui est difficile à expliquer en fait parce que si tu as toujours été comme complet à l'intérieur de toi, tu sais pas comment ça ressent. Mais lorsque tu retrouves ce morceau manquant et que tu es capable de l'épanouir, il n'y a pas quelque chose qui compare à ça. Merci à Janelle et à la professeure Corinne Mason d'avoir participé à notre balado, de nous avoir parlé de diversité de genre et de la non-binarité. Si vous avez aimé cet épisode, si vous avez des questions, des commentaires, dites-le nous sur nos réseaux sociaux et allez nous mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute favorites. Autre regard est un balado de la liberté. Ce premier épisode sur la diversité de genre et sexuelle a été écrit par Jean-Baptiste Gauthier et Morgane Lemay. Vincent Blé est à l'enregistrement, la conception sonore et au montage. Tanguy Marten et Abdelhamid Souissi sont à la conception visuelle, Sophie Gaulin à la direction. Merci à Jacinthe Blé pour le doublage de voix en français. Ce projet audio a été rendu possible grâce à l'appui financier de Patrimoine canadien. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Autres regards.